Ici Éric Rémy. Et Sarah Bibeau. Bienvenue à cette édition de la semaine du 20 avril 2014 de Laval et compagnie. À chaque semaine, cette émission couvre l'actualité lavalloise sous toutes ses formes culturelles, communautaires, sportives, du monde des affaires et de la politique. Laval et compagnie, c'est tout ça et plus encore. À chaque semaine, il nous met au parfum des nouvelles lavalloises. Ghislain Plourde de l'Écho de Laval. Bonjour, Ghislain. Bonjour, Éric. Première nouvelle, le projet de la tour Commodore a été reporté ou rejeté? Ben, en fait, c'est au moment où on se parle même, le promoteur Aldo Construction a annoncé l'annulation du projet. Oh, quand même! Rappelons que le Commodore, c'est un projet de 2 tours jumelles de condos de 28 étages bordant la rivière des Prairies. C'est dans le quartier Pont-Viau. Et le promoteur a décidé d'interrompre la suite des étapes, des démarches. Parce que les citoyens s'y opposaient, je pense. Hein? Il y a effectivement un groupe d'opposants citoyens, pas de tour dans ma cour, qui, depuis un an, là, demandait à ce qu'on suspendre d'abord le projet, qu'on le révise. On n'était pas nécessairement opposé à l'établissement de ce projet-là, mais aux hauteurs, disons, 28 étages. C'est beaucoup. Ça tranchait avec le quartier Pont-Viau, mais voilà que le promoteur a décidé d'annuler le tout. Ça fait suite à cette annonce de la Ville de déclencher une enquête administrative sur des changements de zonage survenus dans le passé par hasard, oui. L'ancienne administration. Maintenant, le promoteur va, au moment où l'on se parle, n'a pas encore intenté de recours, mais on peut s'attendre à ce qu'il dépose une poursuite à l'encontre de Ville de Laval. C'est un projet quand même assez coûteux, estimé à 160 millions de dollars. Les quelques 40 personnes qui avaient déjà réservé leur unité d'habitation, eh bien, les procédures de remboursement sont en cours. Evenco ne sera pas seulement producteur, mais aussi supervise la construction du centre qu'on va avoir ici à Laval? Oui, exactement. Donc, Evenco a plus qu'un rôle de simple gestionnaire dans cette place belle, dans ce complexe multifonctionnel, culturel et sportif. On demande l'expertise de la branche spectacle du Canadien en ce qui a trait à la disposition des gradins. L'angle des gradins, très bonne idée, l'angle qu'on va adopter, oui. La largeur des corridors, le choix des compresseurs pour la patinoire, par exemple, et aussi l'emplacement et la dimension des portes de garage. Donc, on veut se servir de l'expertise d'Evenco à ce chapitre. Et puis également, il y aura aussi une expertise sur la logistique opérationnelle. Et on a appris récemment qu'Evenco va tout de même consacrer un 15 millions de dollars dans la promotion et la publicité des événements qui seront présentés du côté de la Place Belle, un 15 millions annuellement. Donc, où est-ce qu'on en est rendu, justement, en construction de Place Belle? Oh, bien, écoutez, on croit être en mesure de donner les premiers coups de pelle quelque part l'été prochain, possiblement à l'automne, avec un objectif d'ouvrir les portes de la Place Belle en 2017. Bon. Et Laval a un magasin Lego. Je ne savais même pas que ça existait. C'est le premier au Québec. Alors, oui. C'est tout à fait normal que vous ignoriez possiblement l'existence de ce magasin-là. Un second va ouvrir ses portes dans les prochaines semaines dans l'ouest de l'île de Montréal, Fairview-Pointe-Claire. Okay. Vous dire qu'on retrouve sur place, évidemment, des Legos, des jouets pour petits et grands. Oui, parce qu'il y a des adultes qui jouent au Lego encore. Tout à fait. Oui. Et on a des modèles exclusifs dans ces boutiques, comme par exemple, vous allez retrouver là, à la boutique du Carrefour Laval, la maison de la célèbre famille Simpson, en Lego. Et ça ouvre quand, là? C'est ouvert. C'est ouvert déjà. Vous pouvez aller visiter. Bien, merci pour ce tour d'horizon de l'actualité. On peut lire, bien sûr, suivre l'actualité lavalloise avec l'Écho de Laval, qui est en format papier et en format web. Oui, des infos fraîches tous les jours, l'échodelaval.ca, l'Écho de Laval distribué tous les mercredis. Merci, Ghislain, à la semaine prochaine. Bonne semaine. Bonne semaine. Cette semaine à 450 Sport, je suis vraiment contente parce qu'on parle de nourriture. Oui, on parle de collation nutritive en compagnie de Caroline Sirois, nutritionniste. Bonjour Caroline. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien et toi? Ça va super bien. Je suis encore plus contente. On parle de nourriture. Moi, quand il y a de la nourriture, je capote, on peut dire ça. Oui. J'aime manger, mais comment bien manger? Comment ne pas trop manger? Tu vas nous aider aujourd'hui. Donc, on va parler de collation nutritive. Alors, en commençant, pourquoi est-ce qu'il est
c'est important de prendre des collations entre les repas? Les collations sont importantes parce qu'elles nous permettent de refaire le plein d'énergie, puis aussi de contrôler notre appétit. Donc, ça évite d'arriver affamé au prochain repas et de prendre des plus grosses portions. Et puis, qu'est-ce que tu nous conseilles de faire pendant la journée? Parce qu'il y a différentes façons de penser. Il y en a qui disent, il y en a qui suggèrent de prendre les 3 gros repas de la journée. Il y en a qui suggèrent de manger tout au long de la journée des petites grignotines. Qu'est-ce que tu nous conseilles, toi, personnellement? Bien, ce qui est recommandé, c'est de prendre 3 repas équilibrés et 3 collations dans la journée. Ce qui revient à dire manger fréquemment dans la journée. C'est sûr qu'il y a des aspects positifs à manger des petites quantités plusieurs fois dans la journée, comme le fait que le corps va recevoir en continu de l'énergie. Puis, ça nous permet d'éviter les fameuses coups de barre en fin d'après-midi. Et aussi, ça nous permet d'éviter d'arriver affamé au prochain repas. C'est sûr qu'on fait attention à ce niveau-là, au niveau des grignotines. Donc, on ne va pas vers des grignotines peu nourrissantes. Donc, on s'assure de choisir des collations saines et nutritives. Puis, parlons de collations saines et nutritives. Qu'est-ce que tu nous conseilles, par exemple, avant un repas, quand on a une petite fringale? Qu'est-ce qu'on devrait manger pour pas gâcher notre repas? Oui. C'est ça, vraiment l'important. Avant un repas, si on ressent une faim, on y va avec une collation vraiment légère. Donc, on parle d'un fruit ou sinon quelques crudités parce que le but, c'est de ne pas gâcher notre repas en nous coupant l'appétit. Donc, on va éviter tout ce qui est un peu plus soutenant. Donc, on pense au fromage, aux noix. À ce moment-là, c'est mieux de les éviter étant donné que ça risque de nous couper l'appétit. Mais c'est tellement bon quand même, du fromage et des noix. Alors, pour ceux et celles qui aimeraient, par exemple, maintenir un poids santé, quel genre de collation, des petites grignotines, on pourrait leur suggérer de prendre là, au courant de la journée pour pas prendre trop de poids? Oui. Donc, à ce moment-là, on choisit des collations nutritives qui vont nous provenir des différents groupes alimentaires, donc des fruits et légumes, des produits céréaliers, les laits et substituts et les viandes et substituts. On s'assure d'intégrer une source de glucides à notre collation pour avoir de l'énergie, puis une source de protéines aussi pour qu'elle soit un peu plus soutenante. Donc, on peut penser, par exemple, à quelques crudités avec une trempette d'hummus, ou sinon, ça peut être un cube de fromage avec quelques raisins, ou encore, on peut y aller avec une poignée de noix et puis des fruits séchés. Mais là, une poignée de noix. Parlons des noix, parce Oui. qu'on a tendance, on en discutait tout à l'heure, on a tendance à grignoter des noix, puis c'est comme si on n'est pas capable de s'arrêter. C'est quoi la portion suggérée, là, la portion maximale qu'on devrait prendre nécessairement dans une journée? La portion, dans le fond, c'est le creux de la main. C'est vraiment le creux de la main qu'on vise, c'est l'équivalent d'un quart de tasse. Étant donné que les noix, oui, c'est bon pour la santé, mais c'est riche en matières grasses. C'est sûr que c'est des bons gras, mais en trop grande quantité, c'est pas l'idéal non plus. Puis surtout, si on mange des noix et ensuite on mange de la viande au repas, c'est comme si ça fait trop de gras. C'est des gras saturés, là. Dans les noix, on parle plus, c'est des bons gras. Donc, OK. ça va être surtout des gras insaturés, mais ça reste quand même beaucoup de portions de protéines dans notre journée. Et puis, pour ceux et celles qui désirent seulement avoir un petit boost d'énergie, souvent on dit « Ah, je me sens pas bien, il faudrait que je prenne un petit peu plus de sucre ». Est-ce que c'est vraiment le manque de sucre là, qui nous donne pas d'énergie comme ça? Qu'est-ce qu'on pourrait prendre? Dans le fond, si on veut une collation pour remonter l'énergie, on va aller chercher les glucides dans notre alimentation, OK. qui est dans le fond les sucres. On va les retrouver principalement dans les fruits, dans les laits et substituts et dans les produits céréaliers. Donc, on peut opter pour une barre granola avec un verre de lait, un fruit avec un yogourt. À ce moment-là, on va éviter aussi tout ce qui est sucrerie, bien que ça contient du sucre, mais ces sucres-là vont nous donner de l'énergie seulement à court terme. On parle des sucreries comme les chocolats, les jujubes, tout Exactement. ce qui est bonbons de friandises. Oui. OK. Et puis, toi, qu'est-ce que tu en penses de la fameuse mode? Je ne sais pas si on peut appeler ça une mode, mais les bars ou les breuvages déjeuners qui nous disent que ça nous offre un déjeuner complet. Est-ce que tu es pour ça? Est-ce que c'est bon, selon toi? Dans le fond, tous ces bars et ces breuvages-là, ça ne peut pas complètement remplacer nos aliments dans notre alimentation. Étant donné que dans les aliments, il y a certains composés bénéfiques qu'on ne peut pas reproduire dans une barre ou dans un breuvage. Donc, ces produits-là, on peut les utiliser à l'occasion parce que ça peut être de bons dépanneurs quand on n'a pas le temps de bien déjeuner, mais ça ne devrait pas faire partie de notre alimentation au quotidien. Si, par exemple, on se lève le matin, on est pressé, on se prend une barre, quelque chose, est-ce qu'on devrait compléter cette barre-là avec autre chose? Par exemple, un fruit, un jus, quelque chose? C'est sûr, l'idéal, ce serait de compléter, mais encore une fois, on s'assure vraiment de ne pas l'intégrer quotidiennement dans notre alimentation. Parfait. Alors, on fait attention à ces fameuses Oui. barres et breuvages-là. Et puis sinon, les fringales avant d'aller se coucher. Moi, ça m'arrive souvent, j'ai faim avant d'aller me coucher. Souvent, je me dis, est-ce que je mange quelque chose? Est-ce que j'attends au lendemain matin? Qu'est-ce que tu nous suggères de faire quand on a une fringale avant d'aller dormir? Donc, ça, on ressent vraiment la faim, c'est-à-dire qu'on a une baisse d'énergie, on ressent que
notre ventre gargouille, donc une vraie faim, c'est un signal que notre corps nous envoie qu'il a besoin de carburant. Donc, il n'y a aucune raison pour ne pas manger à ce moment-là. Donc, oui, on peut prendre une petite collation avant de se coucher. Petite collation plus fruits, légumes ou manger une tartinade ou quelque chose comme ça, un bol de céréales? Oui, ça pourrait être un petit bol de céréales, ça pourrait être une toast avec un peu de beurre d'arachide ou sinon juste un yogourt, juste un petit quelque chose pour calmer notre faim. Parfait. Bien, merci beaucoup, Caroline. Je me sens mieux. Oui. Merci pour tous tes conseils. Je vais les utiliser en espérant que vous allez les utiliser aussi. Alors, Caroline Sirois, nutritionniste, merci. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. L'été s'en vient et qui dit été dit emploi et particulièrement recherche d'emploi pour les jeunes de 16 à 35 ans. D'ailleurs, le 1er mai prochain, il y aura un mini-salon de l'emploi organisé par le Carrefour Jeunesse Emploi. Et pour nous en parler, nous recevons la responsable de l'accueil et du soutien à l'emploi, justement, de ce Carrefour Jeunesse Emploi de Laval, Catherine Paré. Bonjour. Bonjour. Il y a des Carrefours Jeunesse Emploi un peu partout au Québec. Celui de Laval est important quand même. Oui, on est le seul sur le territoire lavallois. On est situé au 1 Place Laval. Et là, c'est la chasse à l'emploi, le 1er mai. Oui. On sprint un emploi, c'est ça le thème de cette année? Oui. Parlez-nous-en un petit peu. Oui, alors le mini-salon de l'emploi, il y a environ une dizaine d'employeurs qui vont être présents. Les coureurs à l'emploi, justement, les 16 à 35 ans, vont venir postuler, apporter des CV, rencontrer les employeurs, poser des questions, puis avoir l'opportunité d'échanger et de mieux connaître les emplois offerts au territoire lavallois. Bon, comment faites-vous pour réunir à la fois des employeurs et des employés? Parce que là, ça a l'air un peu de speed dating, sprint point d'emploi, hein? Oui, bien, c'est un mini-salon de l'emploi, donc c'est comme un salon de l'emploi, mais une petite formule. Donc, l'avantage de venir au Carrefour Jeunesse Emploi, en fait, c'est de rencontrer les conseillers en emploi pour qu'ils puissent se préparer. Souvent, les jeunes, c'est une première expérience pour eux, aller dans une foire où il y a plusieurs employeurs. C'est intimidant, en plus. Oui, donc on a une salle de préparation pour les renseigner sur les employeurs présents, regarder leur CV, les coacher un petit peu sur une première approche avec un employeur. Bon, il y a aussi l'attitude qui y fait pour beaucoup. Tout à fait. Donc, l'aspect respectueux, parfois, il y en a qui ont des jeunes qui arrivent avec des casquettes sur le côté, une gomme à la bouche. Pas bon, pas bon, pas bon. Non, donc on les donne des petits conseils à ce niveau-là. Quelle sorte d'emploi on offre, justement, dans ce mini-salon de l'emploi? C'est assez varié. Donc, il y a autant dans le domaine de la restauration, dans le domaine du service à la clientèle. Il y a également service téléphonique, appel téléphonique. Donc, l'alimentation également. Donc, ça touche un peu toutes sortes d'emplois. Est-ce que ce sont des emplois que les jeunes ne veulent pas habituellement avoir ou ce sont vraiment de beaux emplois qu'on pourrait avoir pour une période déterminée? C'est des beaux emplois. C'est pas juste pour la période estivale. Donc, les employeurs présents recherchent autant pour l'emploi été, temps partiel, temps plein, permanent. Donc, c'est pas seulement pour des emplois d'été. Est-ce qu'il faut choisir un emploi dans le champ d'études dans lequel on est ou on peut aller complètement dans une autre direction? Ça dépend de l'objectif du jeune. En fait, si c'est une première expérience, déjà là, ça va être gagnant de mieux comprendre le marché du travail, peu importe le type d'emploi. C'est sûr que si recherche plus dans la relation d'aide, le contact avec les gens, mais un emploi plus dans le service à la clientèle, ça donne un plus. C'est quoi les emplois d'avenir pour les jeunes en ce moment? Est-ce qu'il y a des avenues spéciales? Des emplois d'avenir, oui, c'est sûr. On entend beaucoup parler de l'aérospatiale actuellement. C'est sûr qu'à Laval, on a aussi tout ce qui est biologie, technologie, l'éthique. Évidemment, c'est la médecine, tout ce qui est santé. Une des pièces maîtresses pour avoir un bon emploi, d'abord, il y a l'attitude, on le dit, mais c'est le CV aussi, hein, le curriculum vitae. Est-ce que vous aidez les jeunes, justement, à bien dresser un curriculum pour pas qu'il soit trop long ou qu'on mette des affaires qu'on n'est pas sûr ou des détails qui ne sont pas nécessaires? Tout à fait. Le curriculum vitae, c'est une porte d'entrée pour une entrevue. Donc, c'est sûr que nous, notre objectif, c'est de mettre en valeur le jeune au travers d'un CV. Donc, que ce soit une page ou deux, tant que l'essentiel se retrouve sur la première, évidemment, le nom, numéro de téléphone et toute information pertinente pour la recherche de l'emploi. Qu'est-ce qui est vraiment pertinent à écrire? Parce qu'il y en a plusieurs qui nous regardent en ce moment, qui vont justement préparer leur CV là, pour l'été. Moi, je conseille toujours un petit profil personnel. Donc, d'aller chercher des compétences, des qualités, des forces qui sont toujours en lien avec l'emploi recherché. Donc, Le genre dynamique,
Oui, Ouais. on évite... Ça on marche encore, ça? Passionné, non, ça marche plus. Passionné, ça dépend. Si OK. on recherche dans le milieu du service à la clientèle, bien passionné du service à la clientèle. OK. Donc, tant qu'on rajoute un élément à côté. C'est sûr que ponctuel, souriant, ce sont des classiques. Moi, je conseille d'aller chercher plus des expériences ou des connaissances dans le milieu recherché. Parce que comme ça, bien, ça donne justement une idée rapide que des champs de compétences justement de ces jeunes. Est-ce que c'est aussi dur de trouver un emploi si on a 16 ans qu'on a 35 ans ou c'est plus difficile quand on vieillit en âge? Ça va dépendre de l'objectif toujours du jeune. C'est sûr qu'à 16 ans, il y en a qui ont peu d'expérience. On inclut toujours le bénévolat comme une forme Oui, d'expérience. c'est vrai, il faut l'inclure. Donc, il y en a à 16 ans qui ont quand même un bagage derrière eux. Donc, c'est une première expérience. Pour certains, ça peut être plus gênant déjà de rencontrer les employeurs. Donc, c'est là que ça devient difficile d'intégrer le marché du travail. Quelqu'un de 35 ans, on assume qu'il y a de l'expérience derrière la cravate. Donc, ça va être peut-être plus facilitant pour postuler, pour envoyer des candidatures. 1er mai, mais il faut s'inscrire avant, n'est-ce pas? C'est l'idéal, c'est de s'inscrire. On peut toujours s'inscrire la journée même, mais avant, par téléphone ou en personne. Puis en même temps, on va pouvoir expliquer les autres services qu'on offre, autres que le mini-salon d'emploi. Donc, je donne tout de suite le numéro de téléphone. C'est le 450-967-2535. 450-967-2535. C'est le jeudi 1er mai. Ça va être entre 16h et 19h au Carrefour Jeunesse Emploi de Laval. C'est le 1 Place Laval. C'est coin boulevard des Laurentides. Et Saint-Martin. Alors, avec... oui, c'est vrai, des Laurentides et Saint-Martin. Alors, avec ce numéro de téléphone, vous allez pouvoir déjà vous inscrire et on vous souhaite bien sûr de vous trouver l'emploi de vos rêves, soit pour l'été ou pour les années à venir. Oui. Merci, Catherine. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Le printemps arrive à grands pas, la neige fond tranquillement. C'est le moment de sortir nos belles robes d'été et nos belles sandales, nos belles chaussures d'été et pour aller voir des spectacles à la salle André-Mathieu. Et Stéphanie Vandelac est avec nous aujourd'hui pour en parler. Bonjour Stéphanie. Allô, Comment ça va? ça va super bien, toi? Ça va encore mieux parce que La neige a fondu. la neige n'est presque plus là. Alors, ça veut dire qu'on sort, là, on va commencer à ressortir pendant les week-ends. Et toi, tu as beaucoup de choses à nous proposer du côté de la salle André-Mathieu. Donc, C'est sûr que si les gens veulent sortir pour voir des spectacles, on en a pour tous les goûts. Donc, il suffit de consulter la programmation. Je suis certaine que les gens vont pouvoir trouver quelque chose qui leur plaît. à leur goût. Bien, il y a beaucoup de variétés. Donc, Ouais. on débute à l'instant en humour. Donc, tu dis qu'il y a beaucoup de shows qui sont en rodage, beaucoup de spectacles en rodage en ce moment. Oui, en fait, c'est un peu une tradition à Laval. C'est que souvent, l'été, on reçoit des humoristes qui viennent roder leur stock. C'est vraiment une Et qu'est-ce que ça expression. veut dire, ça? Dans Alors, le roder son jargon de stock, l'humour? c'est que les humoristes, nécessairement, travaillent souvent sur des nouveaux spectacles. Mais avant de présenter un nouveau spectacle et d'être assurés que c'est la version finale d'un spectacle, ils viennent tester leurs blagues, leurs textes devant des publics un peu plus petits. Donc, c'est souvent des spectacles qui sont du côté de la Maison des Arts de Laval. Et le fait que ça soit une salle un peu plus intime, ça permet vraiment à l'humoriste sur scène de prendre le pouls du public et de voir qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne moins, et ensuite d'aller retravailler ses textes et tout ça. Donc, c'est vraiment un peu un laboratoire. Et les gens qui viennent voir ça, bien, en fond, ils sont un peu impliqués dans le processus de création de l'artiste. Donc, ça peut être vraiment intéressant. Ben oui, c'est intéressant. Donc, Lavallois et Lavalloises, nous sommes des cobayes. Oui, On peut dire ça. absolument. Et en plus, Laval est reconnu pour être des bons cobayes. Donc, c'est le un fun. bon public réceptif et puis qui collabore bien à ce genre de laboratoire-là. Donc, cet été, on a plusieurs artistes qui s'en viennent nous voir pour présenter du nouveau matériel, dont Valérie Blais, qui s'en vient aussi du côté de Laval, Sylvain Larocque, qu'on connaît bien, qui sûr. prépare un nouveau spectacle, donc il s'en vient présenter ça. Philippe Bande aussi, Philippe Bande. qui est un Lavallois. Le beau Philippe. Ah, le beau Philippe, il s'en vient nous voir, on a hâte de le voir. On va aller le voir. Et puis Cathy Gauthier ainsi que Stéphane Fallu. Donc, tous des artistes là, qui s'en viennent de chez nous pour pratiquer leur nouveau truc. Puis Alexandre Barrette aussi, qui présente un spectacle à la fin du mois, je pense. À la fin du mois d'avril, oui. En fait, c'est son spectacle Alexandre Barrette et personne d'autre. Lui, bien, c'est le contraire du rodage. Ça va être sa dernière représentation de ce spectacle-là à Laval. Donc, pour ceux qui ne l'ont pas vu, bien là, c'est le temps de venir le voir parce que sinon, bien, il va nous revenir seulement dans un an ou deux avec un nouveau spectacle. Donc, si on veut voir celui-ci, c'est la dernière chance à la fin avril. Et lui aussi, il est beau, Alexandre Barrette. Ben oui, il y en a, il est très beau, là. Beaux humoristes. On poursuit variété et chansons. Donc, beaucoup Ouais. d'artistes qui viennent se présenter sur scène. Là.
Absolument. On a aussi beaucoup d'artistes en chanson. Il n'y a pas que l'humour. Vincent Vallière, qu'on connaît bien, sa chanson « On va s'aimer encore », je pense que c'est rendu un hit assuré. Donc, si vous voulez voir ça sur scène, il vient nous voir très bientôt. Yann Kelly va aussi être chez nous, un autre artiste, mais lui, du côté anglophone. Mais il fait quelques chansons en français aussi. Donc, si on veut aller voir ça, un beau gars, lui aussi, une belle voix. Oui, c'est ça, finalement. Mais oui, donc vraiment un super bon, très bon musicien sur scène à voir pour apprécier vraiment ses chansons de façon différente. Puis sinon, on a aussi le spectacle Paris-New York. Ça, c'est une revue musicale, le meilleur de plein de comédies musicales, Broadway, autant québécoises aussi. Donc, un beau mélange de tout ça. Ça va être à la Salle André-Mathieu le 6 mai. Oui, vraiment, pour ceux... Le 6 mai, Salle André-Mathieu. Exactement. Donc, ceux qui aiment le spectaculaire, là, ça va être très intéressant. Tout un spectacle. Absolument. On poursuit. Tu voulais nous parler du réabonnement pour le théâtre là, qui s'en vient. Bien, en fait, on vient tout juste de dévoiler la nouvelle programmation en théâtre pour nos abonnés. Donc, elle n'est pas encore annoncée là, au grand public parce que la vente au grand public va débuter le 29 avril. Donc, si on veut se procurer un nouvel abonnement ou des billets individuels, ça va être à partir du 29, mais en ce moment, on réabonne. Donc, pour les abonnés qui sont à l'écoute, si on veut réabonner, c'est jusqu'au 29 avril. Puis, bien, je voulais vous parler un petit peu des pièces qui font partie de l'abonnement théâtre parce que c'est plein de nouveautés. Ça va être vraiment une belle saison de théâtre. Les Voisins, un texte de Claude Meunier et de Louis Sayat. On va aussi accueillir le journal d'Anne Frank, donc tiré du journal d'Anne Frank, adapté par Éric Emmanuel Schmitt, qui est l'auteur en théâtre le plus joué sur scène, l'auteur vivant, en fait, qui est le plus joué sur scène à travers le monde. Donc, ça va être un grand spectacle. L'importance d'être constant, qui est un texte de Oscar Wilde, donc un auteur de renom lui aussi. Molière en une farce et 2 comédies. Ça, c'est un mélange de trois pièces de Molière qui sont mises ensemble. Et enfin, les Chroniques de Saint-Léonard, qui va être une tournée présentée par les productions Jean Duceppe. Donc, le spectacle, le théâtre qui est à la Place des Arts, qui s'en vient en tournée à travers le Québec. Beaucoup de variétés. Alors, ça vaut la peine de se réabonner. Absolument. Alors, bien, merci beaucoup, Stéphanie. Alors, tu nous as donné le goût d'aller voir le spectacle. Bien, excellent, c'est ce qu'il fallait. Merci beaucoup. Merci à toi. Elles ont du muscle, de la gueule, et on va les voir se pavaner un peu partout au cours de l'été. Je vous parle des voitures. Mais oui, on va parler de chars au cours des prochaines minutes, puisque cet été, à tous les vendredis du mois de mai au mois de septembre, il y aura rassemblement de collectionneurs de voitures. Et pour nous en parler, nous avons le président de RPM Auto Passion, M. René Poulain. Bonjour, René. Merci d'être ici à Laval et compagnie. Bonjour, M. Éric. C'est quoi, d'abord, RPM? J'imagine que ça fait référence à vos initiales, hein, René Poulain? Oui, ça vient directement de René Poulain. Oui. M, c'est Motor, ça? Non, en fait, je voulais le faire motoring, mais on est au Québec, donc j'ai fait marketing qui fait les deux de toute façon, puis c'est français et anglais. Et Autopassion, c'est parce que vous êtes un passionné de l'automobile. Exactement. Clairement. Oui. C'était d'abord un site Internet et maintenant, ça va être un café-rencontre de passionnés d'automobile, c'est ça? On est passé du club... on est passé du site Internet au club automobile. Et ensuite, on va faire des cafés-rencontres à tous les vendredis soirs, comme vous l'avez dit tantôt, du mois de mai jusqu'au mois de septembre. Donc, tous les passionnés, que ce soit des voitures antiques, des autos vintage, donc 25 ans en descendant, que ce soit des muscle cars, vont se réunir, et les voitures exotiques aussi seront les bienvenues. On va se réunir, discuter de passion, photographie, parler, jaser, échanger avec les autres clubs aussi à travers le Québec. Qu'est-ce qu'ils ont en commun, les collectionneurs et les collectionneuses d'autos de ce type-là? La folie. Oui, hein? Ouais, en fait, une folie furieuse. C'est une folie furieuse. Ça peut coûter très cher. Ça peut coûter très cher, effectivement. Ça dépend dans quoi on se lance. En fait, c'est comme un investissement immobilier. Tu peux acheter une belle bâtisse puis la rénover intelligemment. Ou tu peux prendre même chose, tu peux prendre la même bâtisse puis investir beaucoup d'argent dedans et pas faire d'argent. Pas faire d'argent. Parce qu'on m'a toujours dit qu'une auto, c'est pas un investissement. Sauf qu'une voiture de collection, j'imagine que c'est un peu le contraire. Effectivement. C'est ça qu'il faut trouver la perle rare déjà au début. Pas mettre trop d'argent dedans. Et malgré qu'une passion, ça reste une passion. Fait qu'automatiquement, il y en a qui vont dire c'est mon jouet d'enfance, j'ai vécu dans cette auto-là quand j'étais jeune, je veux la remettre à neuf. Oui, ça dépasse les coûts de la valeur de la voiture. Par contre, une passion, c'est une passion. C'est ça. Donc, tous ces Michel Barrette en herbe, ou même plus, parce qu'il y en a qui ont plusieurs voitures de collection.
Ils vont se retrouver donc les vendredis à jaser, à montrer leur voiture, c'est ça? Ben, en fait, il y a aussi beaucoup d'échanges qui se font. Un exemple, moi, j'ai une voiture dans les années 67 et quand je l'ai achetée, il y a beaucoup d'affaires que je ne connaissais pas dessus, bien entendu. Et en parlant avec des gars de club de cette... Je ne veux pas nommer ce la type de marque voiture, de là. ce type de voiture-là. Donc, j'ai appris beaucoup de choses sur mon véhicule. Il y en a un qui n'avait un semblable. Puis toutes les erreurs que lui a fait, moi, ben, je les ai évitées. C'est ça. Fais pas ça, fais pas ça, fais pas ça. C'est sûr que ça l'évite beaucoup de problèmes. Et il nous indique aussi beaucoup de places où aller. Faire réparer le véhicule, restauration moins chère. Va pas là, c'est pas bon. Va là, c'est très bien. Fait que c'est très... non, c'est quand même... Est-ce que la majorité mettent la main à la pâte ou ils font réparer leur voiture à l'extérieur vers des gens qui sont un peu plus spécialisés? Je pense que c'est à peu près 50-50. Et la moyenne d'âge des gens, j'imagine que c'est quoi? Vers la fin quarantaine qu'on devient collectionneur? On a un peu plus de temps, peut-être? De temps ou d'argent. Et d'argent aussi, ouais, ben c'est oui. ça. Moi, ce que je vis, c'est surtout les baby boomers. Là, présentement, les baby boomers vivent les muscle cars. Fait que c'est ça qui roule présentement. Pour les 10 prochaines années, je vois ça à peu près. Après, ça, j'ai l'impression que ça va être les Honda de ce jour, aujourd'hui, C'est vrai. qui vont devenir les voitures de collection plus tard. Les tractions avant, bref. Et donc, tous les vendredis, ça coûte quelque chose? Moi, j'ai une belle voiture, je veux la montrer à mes amis, à des Ceux qui gens. veulent venir sur leur stationnement, Oui, c'est ça ça. coûte 3 OK. Ceux qui font partie du club, ça coûte absolument rien. Et les visiteurs, ça coûte rien non plus. S'ils veulent juste venir visiter, tout le monde est la bienvenue. C'est aussi familial parce que on a des jeux gonflables sur place, on va avoir du popcorn sur place aussi. Fait que vraiment, je veux rendre ça très familial. Alors, c'est quelques 300 voitures qui pourraient se retrouver ensemble comme ça tous les vendredis. Exact. Y a-tu tant de collectionneurs au Québec de voitures? Si on compte juste le nombre de clubs automobiles au Québec, je peux pas vous dire exactement, là, mais si on compte un exemple, juste les Volkswagen, il y a à peu près 5 à 6 clubs, sinon plus. Québec, Porsche, nommez toutes les marques, Donc, les c'est modèles. plusieurs tout ça. dizaines de milliers de collectionneurs d'auto Oh oui. qu'on a à travers Oh, le Québec. oui. Donc, ça va être, on l'a dit, les vendredis à compter de quelle heure? À partir de 5 h jusqu'à 9h30, officiellement. Officiellement. C'est sûr qu'il y a des gens qui arrivent avant. Et c'est sûr qu'il y a des gens qui partent après. Ils sont pas capables d'arrêter, ça jase. Alors, l'adresse, c'est le 4020 Louis B. Maillet, c'est coin Curé-Labelle. C'est quoi ce site-là? Parce que ça prend quand même un grand espace. C'est un stationnement. En fait, c'est 2 bâtisses pour... c'est des administrateurs. Puis c'est des professionnels qui sont là. Fait qu'à partir de 4 heures, ils quittent. Et Donc, c'est libre. nous, en fait, on a toute la fin de semaine, c'est notre terrain. On prend juste le vendredi soir, bien entendu. Mais fait que on est complètement libre. Il n'y a pas de centre d'achat à côté on n'ennuie pas les visiteurs. On dérange personne. Exactement. Et on partage Exact. notre passion. D'ailleurs, le site est très bien fait. rpmautopassion.ca pour avoir tous les détails. Et sinon, est-ce qu'on peut vous appeler? J'ai votre numéro de téléphone, moi, là? Oh, oui, allez-y. OK. 514-292-8595, c'est bien ça? Exactement. 514-292-8595 pour vous rejoindre et faire partie de votre joyeuse bande de collectionneurs d'auto. D'ailleurs, on va se voir, nous, cet été. Oui. Sur la terrasse, vous allez nous présenter des belles d'autrefois. Quelques maniaques. Merci, René. Ça me fait plaisir. Bon succès avec vos vendredis. Merci beaucoup. L'actrice québécoise Valérie Blais, celle qu'on a reconnue pour son rôle de Valérie dans l'émission Tout sur moi, diffusée sur les ondes de Radio-Canada, eh bien, elle poursuit sa carrière dans le monde de l'humour. Et Anne-Marie Kiroak est avec nous aujourd'hui pour en parler. Bonjour, Anne-Marie. Oui, bonjour, Sarah. Comment ça va? Bien, bien. Oui, Ben bien. oui. T'as hâte que l'été arrive pour de vrai, là? Ah, oui, mais quand même. Bien contente d'être ici pour cette dernière chronique, quand même, Oui. de la saison de Laval et compagnie. Et oui, avec Valérie Blais, petit changement de carrière. Mais je pense que des fois, c'est bon dans une carrière d'artiste de se renouveler Oui, aussi. de réfléchir sur Ouais. est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que j'aimerais faire. Et elle, l'humour, quand même, on la connaît comme une actrice comique déjà. Tu parlais de Tout sur moi. Ben oui. C'était une émission à la fois un peu, on pourrait dire, autofiction, dans le Oui, sens parce qu'elle qu'elle incarnait son propre rôle. Oui, c'est ça, avec ses amis Macha Limonchic et Éric Bernier. C'est quand même de la fiction parce que c'était écrit par Stéphane Bourguignon, donc c'était inspiré de leur vie, de leur vraie amitié entre ces trois-là, mais bien sûr... Exagéré un petit peu beaucoup. pour la télé. Et donc, déjà, on voyait son côté comique à Valérie Blais. On l'a connue dans d'autres choses aussi, émission pour enfants, Cornemuse. Je regardais ça. Puis j'ai été surprise d'apprendre que c'était elle qui jouait Rafi, la Ben personnage. c'est ça. Ben c'est sûr qu'avec les Elle était maquillages... maquillée
Mais ça veut dire que c'était mon idole de jeunesse sans le bon. savoir. Là. Mais là, elle, qui est rendue maintenant à 45 ans, se disait, je suis un petit peu tannée. Ce qu'elle déplorait, c'est qu'elle était un peu confinée toujours au rôle de soutien. C'est vrai. Que ce soit à la télé, Tout sur moi, c'était quand même un premier rôle, mais surtout au théâtre, parce qu'elle adore ce contact direct avec le public. Mais elle trouvait qu'elle n'avait pas accès à des rôles vraiment de premier plan et où elle pouvait s'exprimer. Et c'est là qu'elle se disait, j'ai envie de moi-même parler aux gens, de moi-même parler des choses qui me frappent, qui me fascinent dans la vie. Donc, pourquoi pas l'humour? Là, elle a commencé, ça fait quand même plusieurs années qu'elle planche là-dessus. On l'a vu à quelques reprises au Festival Juste pour rire de Montréal, au Grand Rire de Québec, dans des petits numéros, des petites apparitions. Et là, elle prépare son premier One Woman Show. One Woman Show, c'est Woman vrai. Show. Il n'y a pas tant de femmes, on le sait, en humour, quoique ça commence à Puis à c'est le fun, grossir. il faut que les femmes prennent plus de place en humour. Ben oui, il faut. En tout cas, il faut que les femmes aient envie de le faire aussi. Je C'est pense vrai. qu'il ne faut pas viser la parité pour Non. pour le Bien plaisir. raison. Mais là, elle est très, très bien entourée. Déjà, elle qui se lance dans son premier spectacle, la mise en scène sera assurée par José Fortier, qui a fait la mise en scène d'André Sauvé, entre autres, Véronique Dicker, elle a fait Florence Foresti. Donc, c'est vraiment une metteur en scène qui connaît Reconnue. bien le milieu de l'humour. Et elle est signée, Valérie Blais, par Evenco. Ben oui. C'est la première femme humoriste à être signée. Il y a Sugar Sammy, Philippe Bond, François Morancy qui sont d'Evenco. C'est la plus grosse boîte de production au Québec. Donc, on commence ici. La barre pour est elle. haute dès le début. Là. Oui, et elle vise un show de 2 heures. Parce que des fois, les humoristes, quand ils écrivent leur premier spectacle, c'est plus 1 heure. Parce que d'écrire de l'humour, quand tu es seul sur scène, il y en a du texte Et là-dedans. 2 heures là, de parler, parce que c'est un monologue là, presque quand tu fais Bien, de presque. l'humour. Elle a dit que c'est un mélange de stand-up et, bien sûr, comme elle est actrice, bien, il y aura des personnages un peu. Mais pas tant que ça. Elle veut que ce soit elle, sur scène, parler de ses préoccupations. Elle a été mère il y a quelques Oui. années, donc bien sûr, elle va en parler. Elle dit que ce qui l'intéresse beaucoup, c'est l'autre. Donc, elle va parler beaucoup du don de soi. Il y aura des numéros sur le bénévolat, entre autres, bon, sur la maternité, sur aussi le fait d'être gros. Le dans fait la d'être vie. gros. Bon, ça, c'est sûr que, Oh bien là sûr, là. ça peut être comique, mais on sait Valérie Blais, qui est une femme magnifique, mais Resplendissante, elle qui est n'est très, pas très belle. peut-être dans les canons de beauté. Qui sont fixés. Ben, c'est ça, en tout cas, selon certaines... certains critères qui C'est sont ça. fixés selon ça. Ben, c'est très personnel aussi, les Ben, c'est ça. Donc, elle va en parler, j'imagine, de façon... ouvertes et drôles aussi. Oui, probablement. Puis de dire qu'elle, dans le fond, ça l'a quand même... À quel point ça l'a servi ou pas dans sa carrière d'actrice, elle en parlera. Puis ce qui est drôle, c'est qu'elle a fait le lancement de sa saison parce que là, en ce moment, Valérie Blais est en rodage. Hein? Souvent, Oui, les son spectacles spectacle de d'humoristes, on se rodage. promène à travers le Québec. Avant, souvent, les premières officielles, premières médiatiques sont à Montréal. Elle, ça sera au mois de novembre au Monument National. 11 et 12 novembre. 11 et 12 prochain, novembre. Mais là, déjà, c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui, c'est que dans ses spectacles de rodage, elle va s'arrêter à Laval, à la Maison des Arts. Donc, c'est une belle occasion de la voir, Bien salle sûr. plus petite. Ça sera au mois de juillet, 30 et 31 juillet. Et donc, c'est ça, dans ce spectacle de rodage, on essaie les numéros, on essaie... De je voir sais que- qu'est-ce qui fonctionne moins bien. ben, ou, tout à fait. Et là, on pourra voir... c'est ça que je voulais revenir au lancement de la tournée officielle. Elle l'a fait au gymnase du Centre Bell. OK. Au gymnase des joueurs du Canadien Oui. pour dire qu'elle se prépare vraiment à faire... parce qu'elle prend ça au sérieux de rentrer dans la carrière d'humoriste parce que c'est sûr que c'est un autre métier. Même si elle est actrice, d'être sur scène en tant que Valérie Blais et pas en tant que Madame Chose. Quelqu'un d'autre, ben c'est oui, ça. un rôle qui est interprété. Ouais, donc elle prend ça au sérieux, puis comme je le répète, son équipe, quand même une équipe forte, qui est là. Et elle est entourée aussi d'Éric Bernier, son complice de Tout sur moi, qui agit à titre de coach conseiller pour la guider dans ses textes. Elle signe la plupart de ses textes en collaboration avec d'autres personnes, mais quand même, il y a beaucoup d'elle là-dedans. Donc, c'est à voir. Je ne l'ai pas encore vu sur scène. J'ai hâte de voir ça. À quel point, justement, on dénote l'actrice versus l'humoriste sur scène. Ça sera à voir. Est-ce qu'il y aura un renouveau pour Valérie Blais? Peut-être. Pourquoi pas? Bon, on lui souhaite, en tout cas, de trouver une nouvelle voie, quelque chose qui peut lui permettre de s'accomplir. Bien, c'est ça, surtout de s'exprimer. Je pense que c'est ce qu'elle voulait. Ouais. Elle voulait défaire le 4e mur qu'on a au théâtre, s'adresser directement aux gens, parler des choses qui la touchent, puis de nous faire rire. Je pense qu'elle va réussir. Ben oui. Donc, à surveiller à la Maison des Arts de Laval, 30 et 31 juillet, en attendant l'entrée C'est officielle du spectacle qui se fera 11 et 12 novembre prochain. au Monument National. Parfait. Ben, merci beaucoup, Anne-Marie. Bien, fait plaisir. Au revoir, à très bientôt. Ben oui, à bientôt.
le savez, il y a de plus en plus de personnes âgées en centre d'hébergement et de moins en moins de ressources. Eh bien, les gens du centre d'hébergement Rose de Lima n'ont pas baissé les bras. À chaque année, ils organisent 2 grands bazars, justement, pour améliorer la qualité de vie de leurs résidents. Il est responsable des bénévoles. Il s'agit de Yvan Sauvageau. Bonjour, Yvan. Bonjour. C'est une belle initiative. Je connais bien votre centre d'hébergement. Ma belle-mère y a fini ses jours et je sais à quel point le personnel et même les bénévoles sont très impliqués avec ce centre-là. C'est officiel que les bénévoles puis le personnel sont très impliqués. Puis on fait une bonne équipe, je pense. Je pense qu'on collabore les uns les autres pour arriver, justement, comme vous avez dit, à améliorer la qualité de vie des résidents. C'est le but principal, autant du personnel médical que des bénévoles. 96 résidents, 172 bénévoles. Exactement. Ça parle quand même quand on entend des chiffres comme ça. Donc, c'est des gens qui sont très impliqués. Bien, en fait, c'est que ça prend beaucoup de monde. C'est ça. Oui, voyez-vous, là, on a, juste côté bénévole, on a des activités 7 jours semaine pour les résidents. Fait que c'est des activités le matin, l'après-midi, les fins de semaine, samedi. Puis les activités, ça va avoir d'activités comme un bingo, une messe, des activités physiques minimes, là, mais tu sais, quand plus même. cognitives aussi. Je sais que vous avez des programmes pour développer le cognitif. Oui, on a l'approche Noseland. Ça, c'est quand même un gros programme, ça. C'est un gros programme. On est un des seuls systèmes centres à avoir ça dans le moment. Pourquoi vous vous impliquez, vous, Yvan? Pour rester jeune. C'est une bonne réponse. C'est une bonne réponse. Moi, j'ai pris ma retraite en 2010, puis j'étais en marketing. Puis je suis arrivé là-bas, puis mon épouse était déjà bénévole là. Et puis finalement, il y avait besoin de quelqu'un pour s'occuper de la publicité du bazar. Fait que j'ai pris charge de ça. Puis petit à petit, bien... On utilise les forces de chacun. Hein? C'est ça. Puis moi, bien, ça me garde la main, puis ça me garde en vie. Puis non, j'aime ça. Parlez-moi du Grand Bazar. Faites-moi une vente, là, tiens. Le bazar, c'est pas compliqué. C'est que pour faire les activités des résidents, tu sais, par exemple, on vient de terminer, on a fait des cadres dans chaque couloir. On a 90 cadres d'encadrement de peut-être 25 par 30 pour changer l'atmosphère de l'hôpital pour un plus familial. Plus résidence. Plus résidence. C'est ça. Les salles de bain, tu sais, chaque résident a une salle de bain, mais pour les douches, les bains, ça, c'est central. Fait que ces places-là ont été redécorées, aménagées comme si c'était chez vous. Tu sais, il y a de la poterie, des rideaux de douche, etc. C'est des petites attentions qui font toute une différence. Oui, mais c'est différent. Parce que sinon, la douche, par exemple, si on prend, on a un espace... genre de douche civière là, pour certaines personnes, bien, c'était une plane. Il est à l'hôpital. Oui, c'est déprimant même. C'est ça. Fait que là, au moins, on a juste ça. Fait que toutes ces affaires-là, l'été, on les amène en randonnée en ponton sur le Mélile, cabane à sucre au printemps. Donc, tout l'argent, justement, généré par le bazar, et vous le faites 2 fois, je pense que c'est au mois de mai pour au mois d'octobre. C'est exact. Comment est-ce qu'on fait, justement, pour vous... Est-ce qu'on peut vous donner des choses en ce moment? C'est à l'année. À l'année, on collecte. Vous prenez tout? Tout. Ben, sauf peut-être télévision, les vieilles télévisions, parce que réellement, il n'y a pas preneur. Non, là. vrai. Mais sinon, vêtements pour hommes, femmes, enfants, vaisselle, chaussures, appareils ménagers. Livres, appareils ménagers. Est-ce que vous allez les chercher? Non, on n'a pas ce système-là. Donc, il faut aller le porter. Donc, ça, c'est donc du lundi au vendredi où on peut justement... Oui, jusqu'à pendant 9h à 4h30. OK. Puis là, vous êtes en période de pointe. Le jeudi soir, on peut aussi aller porter des choses. Et donc, ce bazar-là, parce que je ne l'ai pas encore mentionné, c'est le 1er, 2 et 3 mai prochain. C'est ça. C'est à la fois à l'intérieur et à l'extérieur du centre d'hébergement Rose de Lima. Exactement. C'est qu'on a à peu près, comme vous disiez tantôt, 3000 pieds carrés à l'intérieur. Et puis, on a un genre de patio recouvert qui est 1500 pieds carrés. Là-dedans, on fait un barbecue, entre autres. OK. Fait que ça, c'est commandité, par exemple, par IGA Quintal, qui nous fournit saucisses et pain. Fait que, tu sais, c'est... C'est une activité en même temps pour les résidents. Oui, puis... Oui, parce que pour la journée de bazar, on ne traite pas les résidents pour les barbecues, mais on fait 2 barbecues durant l'été pour les résidents. Pour les résidents. Ouais. Donc, si vous voulez mettre l'épaule à la roue, et je pense que c'est bien important de le faire, vous le savez, ils ont besoin d'argent, les services sont coupés à droite et à gauche. Et ces gens-là, bien sûr que cet argent-là va être utilisé à bon escient. Alors, je peux, entre autres, vous dire que les jeudis et vendredis 1er 2 mai, ça va être de 9h à 19h, ce grand bazar. Hein? Exactement. Et ensuite, le samedi, ça va être de 9h à 15h. Il faut payer en argent comptant, j'imagine, oui, dans ce genre d'événement-là. En comptant. Puis à chaque kiosque, on en demande, si on va acheter
c'est du linge, mais ils payent au linge, etc. OK. Pour arriver à avoir un certain contrôle. Et donc, aller faire un tour au guichet automatique avant. C'est ça, exactement. On trouve sûrement des choses bien intéresses. Le centre d'hébergement Rose de Lima, peut-être pas vous le mentionner, c'est 280 rue Roi du Nord, exact. Laval. Et on peut prendre c'est la porte adjacente au CLSC. Exactement. Est-ce qu'on peut donner les coordonnées de Sylvie Forget si les gens veulent? Oui, pas de absolument. problème. OK, j'ai ça ici avec moi. Donc, Sylvie Forget, 450-622-4478. Donc, 450-622-4478, c'est le poste 64711. Poste 64711. On peut l'appeler soit pour prendre des informations ou peut-être même faire des dons parce que plus on a de choses, plus on va en vendre. Puis la dernière affaire, c'est que c'est un stationnement payant pour les CLSC, les gouvernements maintenant, mais pour les 3 jours du bazar, c'est gratuit. Fait que les gens peuvent venir et ils ne payent pas le stationnement. Alors, c'est une grande aubaine. Profitons-en. C'est le temps, justement, peut-être de vider le garage, soit de donner ou d'acheter des belles choses en même temps. Dans le moment, c'est concentré sur le printemps-été, comme on dit, mais on prend aussi les choses d'hiver parce qu'on les garde pour le mois d'octobre. Exact. J'espère que vous allez revenir à l'émission pour nous parler certainement, du prochain Grand Bazar. Merci beaucoup. Merci, Yvan Sauvageau. Alors, tout ça, c'est pour le Grand Bazar du Centre Rose de Lima. Cette semaine à l'émission, je suis présentement à la Maison de soins palliatifs de Laval, sur le bord de la rivière, mais surtout, je m'entretiens avec Ariane Rio et Marie-Françoise Mégy. Bonjour, merci de m'accueillir ici. C'est chaleureux, c'est beau. Ça me fait plaisir. Et dites-nous, qu'est-ce que la Maison des soins palliatifs de Laval, tout d'abord? Bien, la Maison de soins palliatifs de Laval, c'est une alternative entre des soins à domicile donnés à domicile, des soins palliatifs donnés à domicile et des soins donnés en milieu hospitalier. Donc, c'est l'alternative qu'on propose à la population lavalloise pour contribuer au panier de services en soins palliatifs. Et parfois, on se demande, ça ressemble à quoi une maison de soins palliatifs? Et là, on est sur les lieux. Eh bien, parlez-nous, décrivez-nous un peu les installations qu'on retrouve. Alors, une maison de soins palliatifs, on va le voir peut-être un petit peu plus tard dans le film. Alors, c'est un endroit qu'on voulait, une maison de type familial, un endroit chaleureux où les familles peuvent venir accompagner leur être cher en fin de vie et elles vont pouvoir participer aux soins si elles le veulent. Mais ce qu'on veut surtout, c'est un climat qui est très chaleureux, qui va donner et qui va permettre aussi de donner aux gens le respect et la dignité jusqu'à leur dernier souffle. Ici, les personnes sont considérées comme des personnes vivantes jusqu'à la toute fin et on fait tout notre possible pour leur donner le confort, pour les accompagner leur famille jusqu'au dernier souffle toujours et soulager leur souffrance. Donc, la maison, l'habitacle lui-même est important parce qu'il procure cet environnement dont on a besoin pour faire ce genre d'accompagnement-là. Exactement. Et quels sont les différents soins qu'on retrouve ici à la Maison de soins palliatifs de Laval? Nous avons une belle équipe de médicaux, nursing et bénévoles. On a un médecin juste ici, tiens, après. Justement. Donc, au niveau des soins médicaux, les personnes ici reçoivent des visites régulières, des visites quotidiennes et des visites aussi des infirmières plus souvent que nous autres, c'est sûr. On a plusieurs quarts de travail, puis même dans le quart de travail, plusieurs visites par infirmière. Ensuite, on a les bénévoles. Les bénévoles, vraiment, ce sont les piliers de la maison. C'est les premiers répondants quand la cloche sonne dans une des chambres. Et quand ils arrivent dans la chambre, ils posent des questions et la personne peut manifester son besoin. Si le besoin peut être répondu par le bénévole, il le fait. Si ça doit être répondu par une infirmière ou par le médecin, les bénévoles nous en informent. Ça c'est en gros, ça c'est les soins classiques. Mais dans ces soins-là, il y a ce qu'on appelle l'accompagnement. L'accompagnement se fait dans tous les petits gestes, que ce soit le médecin, que ce soit l'infirmière ou que ce soit le bénévole. C'est ce qui vient avec les soins classiques. Et c'est ça qui fait le cœur des soins palliatifs. Vous offrez vos soins gratuitement et ça, c'est très important et c'est énorme. Comment vous faites pour subvenir à tous les soins que vous avez? Ça coûte de l'argent, là? Eh oui.
C'est ça l'histoire. Alors, ça coûte très cher. Ça coûte le coût de fonctionnement pour notre maison, c'est 1 700 000 $ par année. Alors, on a la chance quand même d'avoir l'Agence de santé et des services sociaux qui nous donne l'équivalent d'à peu près 800 000 $. Donc, à chaque année, on doit aller recueillir auprès de la population, des entreprises, de tout le monde qui peut faire des dons, la somme de 900 000 $. Alors, pour ce faire, cette année, on a pensé à une idée qui est utilisée aussi par d'autres maisons et d'autres organismes, c'est de la sollicitation par téléphone. Alors, on veut mettre sur pied une équipe qui va, dans les prochaines semaines et prochains mois, appeler les familles à Laval et leur demander s'ils veulent nous faire un don pour arriver à la pérennité de notre maison. Alors, cet aspect-là est très important parce que alors, actuellement, on trouve avec des moyens de, par exemple, une soirée gastronomique, on arrive à lever des fonds, mais c'est insuffisant. Alors, il faut aller plus loin et on demande on va faire aussi des rencontres auprès des entreprises pour qu'ils puissent peut-être, lors, par exemple, d'événements corporatifs comme des soirées de golf, des tournois de golf, puissent nous donner une partie de leurs bénéfices pour nous aider vraiment à survivre parce que 900 000 $, c'est beaucoup d'argent. Et à continuer à grandir. Et je pense qu'une des belles choses de la Maison de soins palliatifs, c'est la qualité des services. Vous pouvez dire que c'est très fort. Oui, c'est une belle qualité de service qu'on a. C'est une belle équipe, très conviviale. Nous développons des liens avec les familles et c'est ça qui fait la touche parce qu'ils se sentent chez eux, dans chaque chambre. Et on le leur dit. Et ils nous le disent aussi, qu'ils se sentent chez eux quand ils sont ici. Et en tout cas, ils nous le manifestent vraiment souvent, par du verbal, du non-verbal. Et c'est ça qui fait la force de la Maison de soins palliatifs. Et quel est votre objectif lorsque quelqu'un arrive à la maison de soins? C'est quoi votre objectif pour que cette personne-là se sente bien? Notre objectif, c'est le confort. On essaie de dire le confort total. C'est sûr que des douleurs, on a tout ce qu'il faut pour les soulager, mais on aimerait vérifier comme c'est tolérance 0, mais ça peut être 1, 2, comprenez-vous? Ensuite, tous les autres symptômes, parce qu'il n'y a pas juste les douleurs, il y a les autres symptômes aussi qui se manifestent en fin de vie, dépendant le type de cancer, dépendant des autres pathologies qui accompagnent le cancer. Donc, c'est à nous de gérer tout ça et de rendre la vie de cette personne confortable. Ouais. Bien, merci beaucoup. Et si jamais les entreprises souhaitent aider leur communauté, vous invitez les entreprises à venir vous contacter? Exactement. Elles peuvent nous contacter. Elles ont le numéro de notre maison de soins palliatifs et il y a quelqu'un pour répondre à leur appel. Ils sont là pour ça. Ils sont là spécifiquement pour ça. Ça nous fera plaisir et on sera très heureux. Et on les remercie à l'avance, ainsi que la population, de nous donner généreusement. Merci au nom de toutes les personnes qui sont venues passer leurs derniers jours ici et toutes celles qui sont à venir. Et pour d'autres renseignements, bien évidemment, votre site Internet, MSPL Laval. Parfait. Merci beaucoup, mesdames. Ça me fait plaisir. Merci. Elle a la fibre généreuse et le cœur sur la main. C'est elle qui nous présente sa chronique « Mille merci ». Peggy Belland, bonjour. Bonjour, Éric. Ça fait longtemps qu'on ne s'était pas vu, toi puis moi? Oui, pour une petite pause. Tu as pris un peu d'expansion Oui. encore. Le bébé s'en vient. Ça se passe bien? Oui, ça se passe bien. J'ai des petits problèmes. Je voulais sortir avant, mais on l'a calmé un petit peu. Bon, ben oui. Je suis C'est un pour peu quand, là, stressée. l'heureux moment? Début juin. Début juin. Bon, Ça s'en vient, mais on est content. Puis de toute façon, on est dans nos derniers moments de cette émission-là. Tu vas pouvoir te reposer. D'ailleurs, ça m'a donné le temps de réfléchir. Ah, ben, c'est Et je bien. me garde pour les 2 dernières chroniques. Ah, comment ça? Oui, bien, tu vas voir. Je vais commencer par te poser une question. J'aime ça. OK, vas-y. Est-ce que tu vois mon verre d'eau à moitié vide ou à moitié plein? Je le vois à moitié plein, moi. Bon. Donc, ça veut dire que tu es quelqu'un d'optimiste. Ben, mon épouse te dirait le contraire, mais c'est drôle, je l'ai vu à moitié plein. Mais ça, Merveilleux. OK. Parce que c'est une citation qu'on utilise beaucoup pour dire que les gens sont optimistes dans la vie. Et j'ai décidé de vous parler du mouvement optimiste pour mes 2 dernières chroniques. J'ai déjà fait partie des jeunes optimistes à Saint-Basile-le-Grand, moi, madame. C'est un mouvement qui est connu, mais on ne sait pas trop ce qu'ils C'est font. vrai. Ils font beaucoup de bien. Oui, puis ils existent depuis l'année 1900. Donc, ça fait 114 ans que le mouvement optimiste international a été créé. Ils font beaucoup de choses à travers le monde, il faut le spécifier, C'est parce vrai. qu'on pense que c'est juste dans nos communautés, là, mais c'est à travers le monde. Ils sont 75 000 membres, 2600 clubs. Ils font environ 65 000 projets communautaires annuels et distribuent 78 millions
de dollars. C'est des gens Donc, c'est très, pas très rien. proactifs et très impliqués. Oui. Et pour vous présenter nos 2 gouverneurs, en fait, c'est divisé par section, là, mais au Québec, on a 2 gouverneurs pour 2014-2015. Et c'est ces 2 personnes-là que je vais vous présenter dans les 2 prochaines chroniques. Et cette semaine, ben, je suis quand même fière, je vous présente ma mère. Ta mère? Oui, est c'est ma gouverneur mère. des optimistes. Oui, pour le district ouest du Québec, pour l'année 2014-2015. Donc, voici ce qu'elle avait à nous dire. Lise Lamar, future gouverneure du district ouest du Québec. C'est tout un privilège. Aujourd'hui, j'interviewe ma mère, qui est gouverneure l'année prochaine du district ouest du Québec. C'est quoi la mission de l'Optimiste international? Bien, notre mission principale et la mission de l'Optimiste international, c'est d'inspirer le meilleur chez les jeunes. C'est notre devise à nous, les optimistes en tant que tels. C'est-à-dire à travers chacune de nos réalisations vis-à-vis les jeunes, c'est de leur démontrer qu'on est là pour eux, puis toujours le côté positif des choses, si on veut. En fait, vous faites des activités pour les inciter à développer ce côté-là optimiste. Oui, leur potentiel en tant que tel, puis aussi leur donner cette confiance en soi qu'il faut pour toujours avoir l'idée d'aller plus loin. Les inciter à dire « t'es capable, vas-y, fonce ». En tant que gouverneur, c'est quoi votre mission l'an prochain? En tant que gouverneur, en tant que tel, je deviens représentante officielle de l'Optimiste international. J'ai mon propre district, qui est le district ouest du Québec. J'ai 4 régions en tant que telles à m'occuper à l'intérieur du district pour environ 67 clubs optimistes. Ma mission en tant que gouverneur, c'est les inciter à atteindre leur objectif, les aider, les accompagner à travers tout ça et aussi pour les programmes d'Optimiste international, les inciter à y participer en tant que tel. Oui, j'ai vu que dans le programme, il y a plusieurs activités qui sont offertes aux jeunes. On parle entre autres de l'art oratoire, l'art de s'exprimer. C'est quoi ces activités-là? Sans rentrer dans le détail, là, c'est quoi à peu près là, les activités qui sont offertes aux jeunes? Bien, nous avons des concours à bourse d'études qu'on appelle. Il y a l'essai littéraire en tant que tel, il y a le concours d'oratoire, il y a aussi le concours pour sourds et malentendants. Ils ont un thème en tant que tel qui est défini par l'Optimiste international, par le président en poste à chaque année. Ils ont à rédiger un texte en tant que tel. Et il y a des bourses d'études annexées à tout ça. Et vous, Mme Lamar, ça fait 15 ans que vous êtes dans l'Optimiste. Oui. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous engager et qui fait qu'au fil de toutes ces années-là, vous êtes encore membre? Bien, moi, je pense que ce qui m'a attiré chez les optimistes en tant que tel, c'est qu'au départ, c'était une mission qu'on s'adressait aux jeunes. Et puis moi, je suis de celles qui croient que lorsqu'on est avec les jeunes, bien, on ne peut que les aider à leur donner la confiance puis le goût d'aller plus loin. À travailler avec eux, j'ai développé une passion. Puis en tant que tel, ça m'a apporté beaucoup. Oui, c'est souvent ce qu'on dit, le bénévolat, on donne beaucoup, mais ça l'apporte énormément. Oui, on reçoit beaucoup. Ne serait-ce qu'en tant qu'optimiste, d'agrandir son cercle d'amis, de se développer des talents jusque-là ignorés, la réalisation d'activités, se surpasser, quoi. S'il y a des gens qui nous écoutent à la maison puis qui se disent dans leur salon, moi, ça m'intéresserait de devenir membre optimiste, comment ça fonctionne? Bien, c'est pas compliqué. Vous regardez à l'intérieur de votre municipalité, il y a sûrement un club optimiste. S'il n'y en a pas, il y a toujours possibilité d'en fonder un. Donc, vous consultez le site Internet et vous allez voir sur le site www.optimisteinternational.org qui va vous nommer un peu les clubs optimistes qui existent à l'heure actuelle. Et puis vous rentrez en communication avec un président du club de votre municipalité ou des alentours. Puis là, tout simplement, on s'inscrit, on va aux réunions, puis on peut devenir un membre actif. On va commencer à vous inviter à venir au club, vous montrer ce qu'on fait en tant qu'optimiste et voir vos intérêts. Et par la suite, le reste va suivre. Madame Lamar, en fait, ma mère Lise, c'est un privilège d'avoir pu faire l'entrevue aujourd'hui. On vous remercie pour votre engagement auprès des jeunes et on vous souhaite la plus belle des années en tant que gouverneur. En tant que tel, peut-être un dernier message. Si ça vous intéresse de faire la différence dans la vie des jeunes, je vous invite à vous joindre nous en tant qu'optimiste. Merci beaucoup.
Donc, la fibre généreuse, ça te vient de ta mère. C'est génétique. Oui, c'est génétique. Mais ça se travaille à tous les jours, être optimiste. C'est vrai. Il y a des jours plus faciles, des jours moins faciles. Puis quand on est enceinte aussi... Ah oui, les hormones. Les hormones, exactement. On peut t'écrire pour te faire des suggestions de candidats ou de candidates pour la saison prochaine. Oui, ou même des idées pour Oui. dire qu'est-ce que vous aimeriez voir dans la chronique 1000 merci. Vous n'avez qu'à m'écrire au peggy@tvrl.ca. Bon, ben, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Oui, à la semaine prochaine. Merci, Peggy. Ça fait plaisir. On aime tous ce moment durant lequel, pendant l'été, il fait trop chaud et il nous est recommandé d'aller se réfugier dans des endroits climatisés, comme par exemple un cinéma. Et Nicolas Vincent Poirier, cette semaine à la chronique cinéma, nous parle des films blockbusters pendant l'été et qu'est-ce que la saison représente pour le cinéma. Bonjour, Nicolas. Salut, Sarah, ça va bien? Ça va super bien, toi? Ça va super bien. Écoute, l'été, c'est comme Noël pour les gros studios parce que c'est le moment où il y a plus de chances de faire de l'argent à cause des blockbusters. Et c'est pas juste un truc l'été, mais on est dans une ère de blockbusters. Et tout ça a commencé à partir de 1975 grâce au film Jaws qui a été présenté au cinéma durant l'été. Ça a fait un énorme succès. Et là, tranquillement, pas vite, les studios ont commencé à présenter leurs blockbusters plus durant l'été. Et est-ce que tu sais d'où est-ce que ça vient, blockbuster? Qu'est-ce que ça veut dire? Blockbuster, non. Je pense que je l'ai déjà su, mais j'ai oublié la réponse. Tu vas me le dire, tu vas m'aider. Un blockbuster, c'est un film qui anéantit toute compétition. Avant, quand il y avait plusieurs cinémas, des cinémas de quartier, et bon, il n'y avait pas nécessairement 20 salles. Bon, il fallait que ceux qui avaient les salles choisissent bien leur film. Mais un blockbuster, c'est un film qu'on présente dans une salle et qui anéantit toute forme de compétition par rapport aux autres films et par rapport aux autres cinémas du coin, parce que tout le monde va chez toi voir le gros film. Et le problème avec les gros films, c'est qu'ils peuvent perdre énormément d'argent. Autant d'un autre côté, ces temps-ci, depuis les 8 dernières années, on a vu plus que ça. Titanic, il a dépassé $1 milliard. Oui. Maintenant, on voit, il n'y en a pas tant que ça. Il y en a à peine 15 qui ont dépassé $1 milliard. C'est rendu monstrueux, un blockbuster. Et bon, je prends comme exemple aussi Titanic. C'était comme 300 millions de budget qu'il y avait eu. C'était le plus gros film de tous les temps. Mais là, maintenant, c'est rendu normal d'avoir des 200, 250 millions. Le film The Dark Knight Rise, en 2012, il y avait un budget d'environ 250 millions. C'est énorme. Et plus ça va, plus les films ont des énormes budgets, ce qui fait que, bon, c'est des blockbusters. Mais à l'inverse, ce qui est assez bizarre, c'est que depuis 2011, les 6 films sur 10 dans le top 10 des plus gros flops de tous les temps ont été présentés depuis 2011. Et le tout dernier, c'est 47 Ronin qui a perdu 150 millions de dollars. Avec Keanu Reeves, ce film. Exactement, ça a été présenté au mois de décembre passé. Donc, autant ils peuvent avoir $1 milliard, autant ils peuvent perdre énormément d'argent. Et à cause de ça, le risque est énorme. Et maintenant, les blockbusters, plus ça va aller, plus on va moins prendre de chance avec des trucs que le public ne connaît pas vraiment. Comme John Carter en 2012, qui a été un énorme flop. Ça a perdu 100 millions. L'été passé, 2 flops énormes. Lone Ranger qui a perdu 100 millions et RIPD qui a perdu 100 millions aussi. Et ça, c'est des trucs qui sont plus ou moins connus du grand public. Donc, qu'est-ce qu'on va aller chercher dans les blockbusters? On va aller chercher des franchises. C'est quoi des franchises? C'est comme le prochain Spider-Man qui va être présenté. C'est des séries de films que les gens connaissent déjà. Donc, c'est pour ça qu'il y a des remakes de plusieurs films. Exactement. Puis qu'on revoit Spider-Man. On a quand même vu le Spider-Man 1, Spider-Man 2, mais là, ils recommencent les mêmes films. Oui, il y a deux choses. Il y a des remakes et il y a des reboots. C'est vrai que vous avez déjà expliqué ça. C'est deux choses différentes. Un reboot, c'est quand il y a déjà une franchise établie, comme Spider-Man. Il y en a eu 3. Le dernier est en 2007. Et là, on dit, OK, c'est bon, on va juste tout effacer, puis on va recommencer à zéro. C'est ça. Comme ce qui est arrivé en 2012 avec le dernier Spider-Man. Spider-Man. C'est ça. Et un remake, c'est quand on reprend quelque chose déjà fait, soit qui a été fait il y a plusieurs années, ou même qui vient d'un autre pays, comme par exemple Brick Mansion, le dernier film de Paul Walker, qui va sortir à la fin avril, si ma mémoire est bonne. Bien, ce film-là, c'est le remake américain de Banlieue 13, qui est un film d'action français. Donc, c'est vraiment deux choses. Et il y a aussi les films dérivés basés sur des personnages qu'on connaît déjà. Maléfique est un bon exemple, là, le film avec Angelina Jolie qui va être présenté, je pense, à la fin juin. Donc, les studios, ils prennent moins de chance et dans l'avenir,
maintenant, on est encore dans une ère de blockbuster, mais si les studios continuent à perdre autant d'argent, ça va être plus risqué. Donc, peut-être que les choses vont changer à ce niveau-là. Mais pourquoi est-ce qu'on perd de l'argent? C'est qu'on n'a pas la clientèle désirée? C'est qu'il n'y a pas assez de gens qui vont voir le film? C'est ça. Bien, parce que quand on parle d'un blockbuster, on parle d'un film de 200-250 millions de budget. Rajoute le double pour la pub. On est rendu à 500 millions. C'est que si dans ta première fin de semaine, le film, mettons, en Amérique du Nord, fait pas 80 millions, oups, c'est un problème. 80 millions, c'est énorme. Bien oui, c'est beaucoup. Bien, merci beaucoup, Nicolas, pour toute cette information. Alors, bon, on va se donner rendez-vous dans les cinémas pendant l'été à l'air climatisé, là. Oui. Merci, Nicolas. Ça conclut notre émission, mais vous savez que vous pouvez communiquer de différentes façons avec l'émission Laval et compagnie. Oui, il existe plusieurs façons, dont le traditionnel téléphone au 450-973-8005 ou par courriel à info@commercial-tvrl.ca. Merci et à la prochaine.